Bonjour et bienvenue dans Impact, le magazine qui redonne du sens à l'économie. Comme chaque année au mois de novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire bat son plein. Plus de 2000 événements organisés sur tout le territoire français pendant un mois. Et ce sont surtout les associations qui sont à la manœuvre. Elles sont clairement actrices de la transition face aux transformations de la société française. Et en même temps, elles sont elles-mêmes en pleine transition. La chercheuse Viviane Chernonog disait la semaine dernière à quel point le paysage associatif français s'est transformé. Elle l'ausculte depuis 20 ans. On en parlera tout à l'heure avec notre invité, Niels Pedersen, c'est le président de la Fonda, un think tank associatif de référence. On vous emmènera aussi sur le terrain pour voir à quoi ressemble la transition écologique et solidaire dans une structure associative. J'ai nommé la ressourcerie créative, ce sera notre coup de cœur. Mais avant tout ça, Impact démarre comme d'habitude avec un portrait engagé. Bonjour Benjamin Blavier. Bonjour. Tu es le cofondateur et le coprésident d'Article 1. C'est une association qui lutte pour l'égalité des chances. En quelques mots, c'est l'accès de tous à l'éducation, mais tu vas nous en parler davantage. Mais tu vas nous dire d'abord où est-ce qu'on est ici, parce qu'on n'est pas dans n'importe quel endroit. Ici, nous sommes chez Article 1, Ouais. au sein de l'Ascenseur, qui est un immeuble qui a vocation à abriter 19 associations qui travaillent sur les enjeux d'égalité des chances en plein cœur de Paris. Alors pourquoi ce combat sur l'égalité des chances ? Écoute, ce combat, il est absolument nécessaire. La France fait partie du dernier quart des pays développés quand tu regardes le poids de ton origine sociale sur ton parcours d'études. Voilà, donc ça signifie que, contrairement à ce qu'on aimerait croire, l'ascenseur social en France ne marche pas, l'école a un peu du mal à remplir ce rôle. On travaille sur l'orientation d'abord, c'est-à-dire faire en sorte qu'à résultat équivalent, un jeune de milieu populaire puisse avoir les mêmes projections d'enseignement supérieur qu'un jeune issu de milieu favorisé, et c'est loin d'être le cas. Ça te vient d'où, cet engagement pour l'égalité des chances ? J'ai grandi dans un endroit un peu particulier. Mon enfance, je l'ai passée sur l'île de la Réunion, qui est un melting pot culturel assez extraordinaire. Et je suis revenu en fin de lycée en métropole. Et là, je me suis pris une claque parce que j'ai eu le sentiment que ici, les gens étaient divisés en fonction de leur couleur de peau, de leur origine sociale, n'allaient pas dans les mêmes écoles, n'habitaient pas au même endroit, n'avaient pas les mêmes avenirs. Et j'ai trouvé ça profondément injuste. Et donc je crois que mon engagement est né de là et j'ai été tout au fil de mon parcours universitaire puis ensuite professionnel engagé sur la lutte contre les discriminations. Alors Article 1 est né en 2017, mais en même temps ce combat ne date pas d'hier. Tu as créé Passeport Avenir, d'abord c'était en 2005 ? Ouais, c'est ça, c'était 2005. Je voulais recruter moi des jeunes cadres à l'image de la France, donc dans toute sa diversité. Et je ne trouvais pas les ingénieurs. J'avais regardé ce qui pouvait se faire et le constat, c'était il y a une vraie place pour mobiliser des gens qui sont aujourd'hui dans le monde professionnel pour qu'ils amènent à ces jeunes à la fois la dimension d'information, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la vie après l'école, les métiers, les codes, etc., le réseau, et puis la confiance en soi. C'est-à-dire, on a aussi des jeunes qui... pour beaucoup, se sont mis des barrières mentales et se disent les filières longues, c'est pas pour moi, les métiers les plus prestigieux, c'est pas pour moi. Donc nous, notre idée, c'était de créer un accompagnement extrascolaire avec des bénévoles qui se mobilisent à leur côté. Et puis l'année dernière, en 2017, alors il se passe quelque chose d'important chez Passeport Avenir, c'est que vous décidez de fusionner avec une autre association. C'est très rare dans le monde associatif. Vous fusionnez avec Fratelli et vous créez Article 1. Oui. Pourquoi avoir décidé de cette fusion ? Ce qu'on s'est dit avec Boris à l'époque, c'est qu'on avait deux assos qui faisaient bien leur boulot et qui étaient face à un risque. Le risque, c'était simplement d'avoir juste des assos qui servent de caution à un système où il y a beaucoup de reproduction sociale et où, effectivement, à quelques exceptions près, on n'arrive pas à faire changer fondamentalement la donne pour les jeunes de milieu populaire. Et ce qu'on s'est dit, nous, c'est que ce n'était pas notre ambition. Donc l'idée de s'associer, c'est pour faire en sorte de devenir systémique, pour faire en sorte d'avoir une solution qui touche non pas quelques milliers de jeunes, mais des dizaines de milliers, pourquoi pas des centaines de milliers de jeunes français, c'est de servir d'exemple aussi pour que d'autres assos sur les questions d'égalité des chances concernant d'autres publics, par exemple les décrocheurs, les bacs pro, les gens qui veulent aller vers l'artisanat, etc., puissent proposer des solutions à cette jeunesse. Merci beaucoup Benjamin pour ce message fort. Bonne chance à Article 1, bien sûr. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour l'actu avec notre invité.
Et l'invité d'Impact ce mois-ci, en présence des lecteurs de Mediatico qu'on remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui, c'est Niels Pedersen. Bonjour Niels. Bonjour Frédéric. Alors Niels, vous êtes le nouveau président de la Fonda. C'est un think tank associatif qui produit depuis plus de 35 ans des analyses sur le secteur associatif. Et vous venez d'ailleurs à la Fonda de succéder à Yannick Blanc. Yannick Blanc, c'est un préfet. Il est très respecté dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Pour commencer, comment se passe la transition ? Alors je vous rassure très bien, Yannick, avant d'être préfet, d'abord président, donc bénévole. Et c'est à ce titre de la Fonda qu'il était aussi connu. Sa grande force et son innovation a été justement près de 2 ans à l'avance d'anticiper son départ et de prévenir qu'au bout de 2 mandats à la Fonda, il souhaitait passer la main à un autre membre au sein de l'association pour ne pas accaparer la présidence. Nous avons une liberté de pensée qui est riche et que nous revendiquons à la Fonda. Et ce qui fait vraiment notre marque de fabrique à laquelle nous tenons. Alors on va sentir vos engagements au travers de cette interview, des différents axes qu'on va lui donner. Commençons par le fait que la France déjà est en pleine transformation économique, écologique, sociale. On voit que les associations sont à la manœuvre dans cette transformation-là. On voit aussi que les Français sont en quête de repères, de valeurs. Et ces valeurs, elles sont portées par les associations. Mais pour commencer, comment se porte l'engagement associatif en France ? Les Français sont engagés. Les nouveaux chiffres de l'étude menée par Lionel Proutot montrent que plus de 22 millions de Français de plus de 18 ans sont engagés dans une activité associative, soit 43% de la population de plus de 18 ans. Et cet engagement s'est consolidé au fil des temps. Les derniers chiffres que nous avions tournaient autour de 12, 14, 16 millions de bénévoles. Et donc les Français s'engagent, ils ont envie, ils ont ce besoin, cette conviction de s'engager pour les autres dans une association, puisque 90% de l'engagement qui a été mesuré dans cette étude se fait au travers d'une association. Alors il y a une grande question de fond quand même, c'est les associations. D'accord, elles sont actrices de la transition, mais est-ce qu'elles ont les moyens d'agir ? Au Forum national des associations et des fondations la semaine dernière, on avait une chercheuse, Viviane Tchernonog, qui a dépeint une transformation très profonde du secteur associatif en France parce que la baisse des aides publiques au secteur associatif les pousse à chercher des financements privés et les pousse aussi d'ailleurs à faire payer de plus en plus leurs usagers. Est-ce que le modèle associatif est en danger aujourd'hui ? Je ne dirais pas qu'il y a du danger, mais il y a effectivement une situation de fragilité extrême. Et cette fragilité, alors là aussi le paradoxe, les Français s'engagent, mais avec moins de moyens. Notre enjeu à nous collectivement est de montrer que quand on s'engage, on produit de la valeur, on produit de la richesse sur un territoire qui n'est pas forcément quantifiable, qui ne s'intègre pas forcément au PIB. Et le grand défi des associations, c'est d'expliquer qu'elles peuvent agir sur un territoire sans subvention, mais qu'elles sont tout aussi crédibles que d'autres acteurs qui peuvent faire un autre travail. La pérennité des associations est quand même un enjeu crucial. On voit donc la baisse des subventions, on voit la suppression massive des contrats aidés, on voit la suppression de l'ISF aussi, l'impôt sur la fortune, qui génère un manque à gagner de 150 millions d'euros pour le monde associatif et pour les fondations. Comment est-ce qu'on peut expliquer le peu de soutien des pouvoirs publics à un secteur qui pèse pourtant très lourd économiquement ? Il pèse très lourd et ça je pense qu'il faut le redire et l'étude de Lionel Proutot le dit encore, c'est 1,3% du PIB aujourd'hui en France, entre 1,3 million et 1,4 million d'équivalents temps plein travaillés. C'est dire l'importance du bénévolat. Si aujourd'hui il n'y avait plus de bénévoles en France, je pense que la France s'arrêterait de tourner de manière assez radicale. Et on a effectivement tendance à l'oublier parce que derrière, il n'y a pas un impact immédiat. Donc il faut encourager et je dirais même attention, si on scie la branche du monde associatif, on scie aussi la branche du terreau démocratique parce que l'engagement associatif c'est le pouvoir d'agir que défend la Fonda et une association c'est aussi un champ de liberté extraordinaire. Comme c'est un champ de liberté extraordinaire, c'est perçu parfois comme un contre-pouvoir et ça peut déranger. Et comme ça dérange, on préfère parfois faire taire certaines associations parce que oui, elles sont remuantes, parce que oui, elles ont des messages discordants, parce que oui, elles peuvent s'opposer à un arrêté préfectoral en Bretagne, par exemple, si on regarde les associations environnementales. Mais c'est important parce que notre démocratie repose sur ces contre-pouvoirs. Alors, dans le club Mediatico, qui est le groupe Facebook qui est réservé aux adhérents de Mediatico, Jean Gattel, qui est l'ancien secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire de Laurent Fabius, à l'époque de François Mitterrand, nous disait hier soir qu'il était effrayé par tous les discours qui prônent le rapprochement entreprises-associations. Il dit qu'on veut privatiser le lien social et que les responsables du mouvement associatif ne peuvent pas accepter comme inéluctable la disparition des financements publics. Quelle est votre réaction ? C'est dangereux si, oui, il y a une confusion. Le modèle associatif, c'est la non-recherche de bénéfices et de lucrativité. Quand l'entreprise est à la recherche de la créativité, je crois
crois à la coopération, je ne crois pas à la fusion. Il ne faut pas opposer les acteurs. Les acteurs peuvent être complémentaires. C'est plutôt de passer d'un modèle vertical où le gouvernement et les entreprises décident et finalement la société civile est mise de côté, à un système où chacun a le même niveau d'implication, en tout cas le même niveau d'action et de pouvoir, le pouvoir d'agir, on y revient, et peut s'impliquer. Merci beaucoup, Nils Merci à vous. Pedersen, d'avoir accepté notre invitation. Et tout de suite, un exemple d'association qui a fait de la transition économique, écologique et solidaire le cœur de son activité, c'est le coup de cœur de Juliette Loiseau. Aujourd'hui, Mediatico est au Grand Voisin avec Sabine Arondel, cofondatrice de la ressourcerie créative. Bonjour. Bonjour. Peut-être pour commencer, précisément, là, où est-ce qu'on est ? Alors ici, on est dans la cour de l'oratoire de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul et on est précisément à cet endroit, donc au-dessous de la pouponnière, dans le bâtiment l'oratoire, où on accueillait les enfants qui étaient laissés par leur famille. La ressourcerie créative, qu'est-ce que c'est ? On voit des vêtements, des objets, plein de choses autour de nous. À quoi ça sert ? Quel est le concept ? Le concept, en fait, c'est de faire la démonstration que le surplus des uns est une richesse pour les autres. Du coup, on travaille sur le réemploi. Le réemploi, c'est en amont du recyclage. L'idée, c'est de donner une seconde vie aux choses en leur redonnant le même objet. C'est-à-dire qu'un vêtement va rester un vêtement, un meuble va rester un meuble. En revanche, il va trouver une seconde famille d'adoption. Le 23 novembre, il y a un événement un peu particulier, un peu extraordinaire que vous organisez. Oui, alors là, en fait, le 23 novembre, malheureusement, depuis quelques temps, c'est ce qu'on appelle le Black Friday. Donc là, c'est le jour où toutes les marques se donnent le mot pour faire le plus de promos possible pour que les gens, sans réfléchir, aient encore le plus envie d'acheter comme ça de façon impulsive. Et nous, pour contrer ce phénomène, on a mis en avant le Green Friday. Donc l'idée, c'est de justement montrer tout ce côté... développement durable qu'il est possible de mettre en œuvre pour éviter de consommer du neuf. Donc ce jour-là, à la ressourcerie, on va faire des ateliers de réparation des 3 œufs, des ateliers de customisation et de petites retouches couture, et ainsi que des ateliers de réparation de cycles. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'avant d'acheter un truc, essayons déjà de faire avec ce qu'on a déjà fabriqué, qui a déjà nécessité et des ressources naturelles et de l'énergie et créer de la pollution, et voilà. Merci beaucoup Sabine de nous avoir présenté la ressourcerie créative et tout ce monde de création autour du réemploi. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau coup de cœur. Et voilà un bel exemple d'engagement associatif au service de la transition écologique, sociale et solidaire, la seconde vie des objets au service de l'environnement, de l'emploi, de la vie sociale. La France compte aujourd'hui plus de 150 ressourceries. Leur nombre a triplé depuis 10 ans. À ne pas rater au mois de novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire, d'abord cet appel de Mediatico à ses lecteurs pour soutenir un média indépendant, engagé, porteur de valeurs, vos valeurs d'ailleurs, celles de l'économie sociale et solidaire. Et oui, on a besoin de vous, de votre contribution, de votre adhésion au Club Mediatico, où se retrouve notre communauté de lecteurs. Une adhésion à prix libre à partir de 5 € par mois pour contribuer à notre indépendance financière. La campagne d'adhésion démarre au mois de novembre, c'est sur Ulule et vous trouverez tous les détails sur mediatico.fr. Novembre, c'est aussi plus de 2000 événements organisés par les structures de l'économie sociale et solidaire dans toute la France et pas très loin de chez vous probablement. Le programme est sur lemois-ess.org. Et c'est d'ailleurs dès ce soir que seront remis les 9e Grands Prix de la finance solidaire organisés par Finansol et par le journal Le Monde pour valoriser l'épargne utile. Le premier Social Fest, c'est parti, ça dure une semaine, ça se passe à Ground Control, à Paris 12e, pour découvrir le mieux vivre ensemble et pour y participer. Préparez-vous aussi au Festisol, le Festival des Solidarités, toujours présent depuis 20 ans maintenant. Près de 600 événements partout en France. Le programme est sur festivaldesolidarités.org. Le 18 novembre, attention, date butoir pour intégrer l'incubateur Émergence Périgord. Ça se passe en Dordogne. Le dispositif est porté par Copalpha, par Atis et par France Active Aquitaine. Et puis du 27 au 30 novembre, ne ratez pas le salon Pollutech à Lyon, le salon des technologies, le salon des équipements et des solutions au service de l'environnement.
Voilà, vous retrouverez toutes ces dates avec des liens vers Internet pour en savoir plus sur notre site internet mediatico.fr, c'est dans notre rubrique agenda. Impact, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'adhérer au Club Mediatico sur Ulule et puis on se retrouve très vite sur mediatico.fr. D'ici là, pensez à votre impact et agissez.